Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui sont dans les tables, bonjour Eric. Donc c'est le premier plateau TV sur Ludovia TV. Je vais vous parler de YouTube, démystifier un peu tout ce qui tourne autour de YouTube. YouTube, comment ça marche. C'est un outil qui est de plus en plus utilisé. Et pour suivre, si vous voulez reprendre ce que je suis en train de dire, j'ai fait sur SlideShare une présentation. Vous allez sur slideshare.net/Battier, B-A-T-I-E-R, sur ma chaîne, et vous cherchez un petit peu, vous allez trouver, j'avais fait une petite présentation sur YouTube qui reprend un peu les points clés. Et pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié du trafic sur Internet, c'est de la vidéo. Et YouTube, aujourd'hui, est le 3e site le plus visité au monde. Donc, c'est quelque chose qui est très utilisé. Et pour donner une petite idée, chaque minute en ce moment, il se dépose 5 jours de vidéos sur YouTube. Chaque minute, il se dépose 5 jours de vidéos sur YouTube. Donc il y a des déversements de contenu qui sont énormes, qui sont considérables. Alors vous allez me dire, sur les 5 jours de vidéos qui se déposent toutes les minutes, il y a 4 jours, on voit des chats qui tombent des chaises, des conneries, des choses comme ça, qui ne sont pas intéressantes. Ça c'est vrai. Oui, donc c'est un média social qui permet aux gens de vraiment, à un auteur, de vraiment diffuser sur une communauté. De trouver la personne par rapport à un contenu, mais aussi vous pouvez découvrir un auteur, rentrer sur l'auteur, partager ses contenus, découvrir vraiment toute la production qui a été faite. Et c'est aussi pour un auteur la possibilité d'éditorialiser toute sa production. Depuis un an, vous avez la possibilité de faire des playlists. Peut-être un peu plus qu'un an maintenant, de mettre, je sais pas, chapitre 1, chapitre 2, cours de mathématiques, cours de géométrie, des choses comme ça. Donc faire vraiment des choses chapitrées, les mettre en production et les présenter. Donc pour un auteur, c'est vraiment un outil qui se travaille, qui se prépare pour gérer d'assez gros volumes. Maintenant, on a des chaînes avec plusieurs milliers de vidéos, de contenu. Donc ça permet vraiment de diffuser. Il faut travailler aussi en amont les médias que vous allez mettre, les formats. L'idéal c'est de les faire en MP4, mais ça prend aussi des MPEG, de l'AVI, du WMV, du FLV. Et lui-même encode en plusieurs formats. Quand vous déposez une vidéo, vous avez un temps de production, d'upload, et ensuite ça mouline un peu pour générer plusieurs formats et proposer ensuite une qualité, différentes qualités. Ce qui est intéressant aussi chez YouTube, c'est qu'il propose plusieurs lecteurs. Vous avez sur le lecteur flash sur les ordinateurs, vous avez des applications sur les mobiles, pas tous, il y a un petit problème avec le mobile Windows, mais sur tous les lecteurs, vous avez sur tous les devices, vous avez des lecteurs spécifiques. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Quand on est auteur, YouTube vous offre tout un tas de services. Un des services qui est intéressant quand on est producteur de contenu, c'est la gestion des droits d'auteur. Quand vous déposez une vidéo, vous choisissez comment votre chaîne, s'il y a des revenus de la publicité ou pas. Donc déjà, je prends ou je mets ou pas de la publicité sur ma chaîne. Ça, c'est la première chose. C'est un choix que vous avez à faire. Et ensuite, si elle est publique, privée, ou un groupe d'un cercle d'amis. Donc là, les restrictions se font par rapport à Google+, au cercle que vous pouvez créer dans Google+. Elle peut être cachée, c'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui ont le lien qui peuvent voir la vidéo. Donc il faut envoyer le lien sur un ENT, par mail, des choses comme ça. Il n'y a que quand on a le lien qu'on peut le voir. Et on attribue des droits d'auteur. On a dit si on le diffuse en Creative Commons, sous quelle licence on diffuse la vidéo. Et en dessous, quand vous regardez sur une page YouTube, vous avez la vidéo, vous voulez voir. Et quand vous allez descendre tout en bas, vous avez notification des droits d'auteur. Quand vous êtes auteur, quelqu'un vous pirate sur YouTube. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur différentes chaînes. On retrouve très facilement les gens qui vous prennent les vidéos, qui les remettent. Et puis ils font ça en toute délicatesse généralement. Ils enlèvent votre nom au début et à la fin et ils mettent leur générique à eux. Donc quand ça vous arrive, vous descendez tout en bas de la page de la vidéo qui a été la vidéo pirate, et vous faites une déclaration en quoi que cette vidéo elle vous appartient. Et généralement ils vous demandent prouvez que vous êtes le propriétaire. Alors si vous avez déjà précédemment déposé vos vidéos sur YouTube, c'est super simple. Vous prenez le lien de la vidéo originale.
Vous mettez l'original, vous mettez la pirate. Voilà, regardez, monsieur YouTube, machin, il m'a volé ma vidéo. Et c'est pour ça que souvent on tombe sur des vidéos, des pages. Cet auteur ne respecte pas les droits d'auteur. Alors ça, c'est la procédure simple, elle se fait assez rapidement. Ils interviennent dans les 24 heures. Ensuite, nous, on a eu des cas de piratage à l'université un peu plus conséquents, 20-30 vidéos piratées d'un coup. Et donc, on s'est dit, on va pas diffuser, on va pas remplir un par un le formulaire. On a la possibilité de faire un formulaire multiple. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait un formulaire multiple de déclaration, donc sur nos 30 vidéos piratées. Et là, on a eu la surprise. Enfin, l'enseignant, j'ai fait la déclaration pour l'enseignant concerné. Et YouTube a renvoyé un mail à l'enseignant en disant: vous êtes sûr que vous êtes de cette institution? Vous déclarez, vous faites une demande au nom de l'institution, mais êtes-vous sûr d'être vraiment de cette institution, en l'occurrence l'Université Lyon 1. Donc, comme le prof a reçu un mail en anglais disant qu'à m'écrire en français, la chaîne a été coupée. En disant, on n'est pas sûr que vous êtes vraiment l'auteur de l'institution. Ils ont laissé les vidéos pirates et ils ont coupé les originaux. Donc ça a posé un souci. Donc il a fait reprendre contact avec YouTube, remonter toute la procédure. Donc là, ça a pris 3 semaines. Hein. Donc pendant 3 semaines, plus d'accès sur la chaîne. Et donc on a envoyé plusieurs mails, on a repris contact avec les gens. Au bout de 3 semaines, ils ont remonté la chaîne. Donc dans l'intégralité, on a retrouvé tous les contenus, les commentaires, les statistiques, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière YouTube, il y a toute une algorithmie. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Et quand on regarde les statistiques, on a accès aux statistiques. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement sur l'écran. Quand vous mettez, vous êtes auteur, vous avez aussi tout un système de gestion de statistiques qui vient, nombre de vues, etc., etc. Et ces statistiques, elles dépendent, les consultations sur votre chaîne YouTube dépendent de l'algorithme YouTube. Pas uniquement de la qualité du contenu que vous allez mettre, mais aussi du nombre de gens qui vont venir, de la fréquence, des commentaires, des j'aime pas qui vont mettre sur votre chaîne, sur la globalité des contenus que vous faites. Et ça, c'est super important. Parce que tout ce qui est fait, toutes ces actions sont enregistrées, sont prises en compte par l'algorithme YouTube et vont générer lui-même tout un trafic. Tout à l'heure, je vous ai parlé, avant les problèmes de son, je vous ai parlé des vidéos suggérées. Sur certaines chaînes qu'on a à l'université, il faut savoir que le trafic généré, alors nous on a des chaînes jusqu'à, la plus grosse je crois c'est 500 ou 600 000 vues aujourd'hui, 40% du trafic est généré par les vidéos suggérées. 40% du trafic sur une chaîne YouTube est généré, sur une des chaînes YouTube qu'on a, est généré par les vidéos suggérées. Donc c'est quelque chose d'assez considérable, assez énorme. 20% du trafic est généré par le moteur de recherche de YouTube. Je dis bien le moteur de recherche de YouTube et pas par le moteur de recherche de Google. 3% du trafic dans ce cas-là. Le moteur de recherche de YouTube, 20%. Le moteur de recherche de Google, 3%. Donc là, vous voyez, les gens, quand ils sont en contexte de visualisation de vidéo, ils sont sur YouTube et ils recherchent dans le moteur de YouTube. Donc c'est quand même assez considérable. Et ces mêmes chiffres sur la chaîne d'Anatomie 3D, la chaîne dont je parle, j'ai des statistiques sous le nez, on n'avait pas du tout ça quand on n'avait pas de trafic. C'est-à-dire que le trafic s'est construit au fur et à mesure. Si on n'a pas beaucoup d'audience, on n'est pas suggéré. L'algorithme de YouTube ne suggère que des vidéos qui ont de l'audience ou que des vidéos où il y a beaucoup de j'aime ou de likes, des choses comme ça. Donc ça, c'est cette partie algorithme qui est assez sioux. Et si vous dépassez un certain seuil de j'aime pas, votre vidéo ne sera quasiment plus vue. Elle sera plus suggérée, elle ne sera pas vue, elle ne sortira plus dans le moteur de recherche, dans les premières pages, etc. Donc là, il y a un vrai souci éthique, c'est-à-dire que les algorithmes de YouTube ont la main mise sur votre audience. C'est-à-dire c'est ces algorithmes-là qui gèrent, qui vient voir si vous êtes visible ou pas visible. Et on vient sur le problème de la visibilité de l'auteur dans une communauté assez large. Ensuite, autre nouveauté depuis quelques temps, il y a M. Eric Delcroix qui s'impatiente. Autre nouveauté depuis quelques temps, depuis le mois de septembre 2012, on a la possibilité d'avoir les statistiques sur la durée de visualisation des vidéos. Parce que souvent on nous dit qu'il faut faire des formats courts sur YouTube parce que les gens ne regardent que les vidéos courtes, des petits clips de 2-3 minutes. Je dirais que ce n'est pas vrai. Si le contenu est intéressant, si ce que vous dites est intéressant, si le format est intéressant, les gens vont suivre. Les gens vont écouter jusqu'au bout. Pas tous, mais la majorité des gens iront jusqu'au bout. Donc l'histoire de format, ça dépend de ce que vous avez à passer, du message, comment il est, etc., etc.
Mais on a la possibilité de voir une durée moyenne de visualisation sur les vidéos qu'on propose et qu'on met à disposition. Autre nouveauté sur YouTube très intéressante depuis là aussi un an, et ça a beaucoup évolué il y a un an, c'est la possibilité de faire ce qu'ils appellent des hangouts du live, donc de diffuser sur YouTube des visioconférences. Donc vous rentrez sur une application YouTube, sur une application mobile, sur une application tablette, PC, etc. etc. Vous lancez un hangout, vous invitez des gens, alors soit faut lancer un hangout public, et à ce moment-là, le stream est diffusé en live sur votre chaîne YouTube, sur la chaîne de l'auteur qui crée la vidéo. Donc ça, c'est une nouveauté qui a explosé dans le domaine de la pédagogie synchrone. Ça permet de faire plein de choses. Et je me rends compte que les étudiants aiment bien avoir ces petits moments qui sont enregistrés en asynchrone, même s'ils les reprennent en asynchrone. Il y a le live qui reste, cette simplicité, cette efficacité, ou le côté naturel du live qui reste. Et donc, vous rentrez sur votre compte Google+, vous avez un petit menu, vous avez Hangout Live, vous invitez en plus, donc ça c'est diffusé sur YouTube, mais vous pouvez inviter des gens qui viennent participer avec vous et qui vont vous poser des questions. Donc vous avez droit jusqu'à 15 personnes qui sont en vignette sous votre vidéo de présentation. Vous pouvez partager votre écran, vous pouvez partager des vidéos sur YouTube, donc il y a la possibilité de faire pas mal de choses. Et donc d'enregistrer cette vidéo aussi sur votre compte YouTube. Donc vous diffusez en live sur YouTube, vous avez une URL que vous pouvez tweeter, vous donnez un hashtag et les gens peuvent vous poser des questions par Twitter. Il y a énormément de chaînes éducatives qui tournent comme ça sur le live. Donc là j'ai parlé du média social, du live. Et il faut savoir aussi que YouTube est de plus en plus utilisé dans le monde éducatif et a lancé un programme qui s'appelle Guru Éducation, EduGuru. Alors pour l'instant c'est limité aux pays anglo-saxons, donc on peut s'inscrire et participer à la création de chaînes éducatives. Ils reprennent un peu ce qui s'est passé autour de la Khan Academy, je ne sais pas si vous avez suivi ce projet-là, où un enseignant en mathématiques a mis énormément de contenu, 3 ou 4 000 vidéos d'équations mathématiques qu'il décrit dans tous les domaines, avec des exercices, des choses comme ça. En ligne, et il a fait plus de 200 millions de vues sur sa chaîne éducative. À partir de là, YouTube l'a sélectionné en disant ça serait bien qu'on reproduise ce processus-là, pas seulement en mathématiques, mais en physique, en biologie, en statistique, en économie, etc., etc. Donc il y a tout un panel qui s'est monté autour de ça. L'idée aussi, ça se tourne autour de la classe inversée, c'est faire des petits exercices, des petites leçons qui vont être utilisées par les enseignants en pédagogie inversée pour faire travailler les étudiants, transmettre les savoirs à distance. Il y a un autre projet, moi j'ai trouvé assez intéressant aussi sur YouTube. YouTube a ouvert par continent un espace vidéo où les gens peuvent venir s'inscrire. Donc il y a des conditions d'accès. Sur les États-Unis, il faut faire 100 000 vues ou 100 000 abonnés par mois, 1 million de vues pour pouvoir accéder gratuitement à ces studios, à ces services. En Europe, le studio se trouve en Londres, il y en a un autre à Tokyo, etc. etc. Donc ils ont ouvert des espaces comme ça où gratuitement les utilisateurs de YouTube peuvent venir enregistrer des vidéos. L'idée c'est d'améliorer la qualité, trouver des astuces, apprendre aussi à faire des vidéos de meilleure qualité et de diffuser là-dessus. Ils sont en train de chercher un modèle économique aussi autour de chaînes payantes. Donc ils ont mis en place tout un tas de chaînes payantes. Donc pour finir sur les contenus éducatifs, il existe tout un ensemble de chaînes éducatives. J'ai évoqué la Khan Academy, mais c'est pas la seule. Il y a l'Université de Nottingham qui a fait un super travail sur le tableau de Mendeleïev en chimie, où donc vous avez un tableau de Mendeleïev. Chaque fois que vous cliquez sur un composant, vous avez une vidéo derrière qui vous présente le composant. Donc ça c'est quelque chose de super intéressant à aller voir. Moi j'ai bien aimé la chaîne de l'AFPA. L'AFPA a mis en place, donc vous tapez AFPA sur YouTube, toute une série de contenus pédagogiques qui présentent autour des métiers qu'on peut avoir en sortant de l'AFPA. Et donc je pense que pour les jeunes, ça donne des idées sur tous les métiers qui existent à la sortie des lycées, de l'école ou de l'université. Donc ça donne des idées sur les différents métiers sur lesquels on peut accéder.
Il y a énormément d'enseignants maintenant, francophones, hein, je ne dis pas que français, il y a des Québécois, des Belges, des Suisses, qui ont créé leur chaîne YouTube et qui la mettent à disposition des contenus. Moi, j'ai une petite affection pour Yannick Carter qui fait de la classe inversée et qui fait pas mal de leçons. Il y a beaucoup de leçons en géométrie pour les petites classes c'est un niveau école primaire au Québec, qui fait pas mal de choses, qui diffuse pas mal de contenu pédagogique comme ça. Nous, à l'université, on a ouvert plusieurs chaînes. J'ai évoqué la chaîne Anatomie 3D. Donc, faites Anatomie 3D sur YouTube, vous allez trouver la chaîne. Je parlais d'éditorialisation. On a fait des playlists pour les membres supérieurs, pour les membres inférieurs, le tronc et des choses comme ça. Et l'idée, c'est de faire des supports pédagogiques à destination des enseignants. Même si sur YouTube, le public est essentiellement des étudiants. L'idée originale, c'était de diffuser des contenus pédagogiques pour remplacer les PowerPoint. Au lieu d'avoir des schémas sur PowerPoint, on fait des animations 3D pour présenter l'anatomie. Et l'idée, c'est que les enseignants s'approprient ces vidéos, les utilisent sur un TBI, en salle de classe ou en classe inversée, ou dans des hangouts, et font des pauses et peuvent décrire ce qui se passe sur la vidéo, avec le vocabulaire adapté, si c'est des médecins, si c'est des kinés, si c'est des éducateurs sportifs. Donc voilà, je vous invite à démystifier cet outil. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas terribles, mais il y a aussi des choses très intéressantes sur YouTube. Allez voir un peu tout ce qui se passe sur cet outil-là. Voilà, donc c'était le premier live sur YouTube avec des problèmes de son, mais les gars derrière sont tout contents. Donc moi j'en fais un à 14h sur les MOOC. À tout à l'heure.